Eh bien, mesdames et messieurs, cher Nicolas, merci beaucoup au Cercle Rousseau pour son invitation. Je suis d'autant plus honoré que c'est la première conférence de l'année, ou de la saison, pourrait-on dire. L'an dernier, à Romanel, il soufflait à fondre pierre. C'était effrayant, la météo qu'il faisait. Ici, on est dans un temps d'embrun au bord du Léman. Il souffle aussi et il y a de la pluie. Ça devient désormais traditionnel et c'est bien parce que quand il fait moche, on est content de se retrouver à l'intérieur. Nicolas l'a dit tout à l'heure, si en politique vaudoise, l'an dernier a été consacré principalement à des questions de politique vaudoise, on a beaucoup bataillé en politique vaudoise l'année passée, il y a eu toutes ces votations très importantes pour l'expression de la souveraineté populaire, si on adopte ici une terminologie démocratique qui tournait autour du droit de vote des étrangers, eh bien l'année 2026 sera extrêmement fédérale. Elle sera très fédérale et elle a un gros sujet qui prend de plus en plus de place, qui est le dossier européen. Alors dans le titre de la conférence, j'ai volontairement utilisé le terme de dossier européen plutôt que de paquet d'accords avec l'Union européenne, d'abord parce qu'on voit qu'en fonction du bord politique auquel on appartient, on donne un titre différent à ce paquet d'accords. Le titre officiel, c'est paquet d'accords. Ceux qui y sont favorables appellent ça des bilatérales 3, et ceux qui y sont pas favorables appellent ça un accord cadre 2, et ceux qui ne sont pas favorables du tout appellent ça l'accord de soumission. Alors finalement, il y a un peu de confusion autour du terme, j'ai donc préféré le terme de dossier européen, aussi parce qu'il laisse peut-être l'espoir planer qu'on pourrait se défaire de ce paquet d'accords pour continuer le dossier européen en général avec une autre approche. Le gros sujet encore plus particulier dans le cadre du dossier européen qui va préoccuper la Suisse cette année, c'est, comme l'a dit Nicolas avant, celui de savoir si nous voterons ou non sur ce paquet d'accords avec l'Union européenne à la double majorité ou à la simple majorité. Alors, pour vous rappeler ces notions, je vais commencer par parler de ce qui fait en fait l'essence de cette question-là, qui est la question du fédéralisme. On va évoquer l'histoire de la double majorité assez brièvement. On va voir comment est-ce qu'elle s'exprime dans la Constitution fédérale aujourd'hui, quels sont les buts qu'on peut lui assigner. On va ensuite examiner les critiques qui peuvent être adressées à la double majorité, et vous verrez qu'on peut à toutes ces critiques leur formuler des réponses bien plus convaincantes que la critique elle-même. On fera un tout petit détour par l'institution du Conseil des États, qui, à certains égards, exprime également la double majorité dans la composition des chambres fédérales. Et puis, une fois cela posé et évoqué, on attaquera la problématique du dossier européen et des raisons pour lesquelles il faut que si votation a lieu sur le dossier européen, mais on peut considérer que c'est à 99,9% certain que nous voterons sur le dossier européen, que nous votions au moins à la double majorité. Quand on parle de fédéralisme, de quoi s'agit-il ? Alors il y a deux manières de définir le fédéralisme. Une première, c'est celle de considérer que le fédéralisme est un mécanisme institutionnel dont la fonction est de régler des relations entre des entités fédérées et une entité fédérale. Autrement dit, de régler les relations entre des autorités qui exercent chacune un pouvoir sur un même territoire. On parlera facilement d'État fédéral, on en a énormément sous les yeux, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Russie, et d'autres, et la Suisse, évidemment, on verra quelles sont ses particularités. Ça, c'est une option ou une approche strictement descriptive que dire le fédéralisme, c'est un mécanisme qui règle, quelle que soit la manière qu'il aura de régler cela, les relations entre une entité fédérale et les entités fédérées qui la composent. Ensuite, il y a une définition spécifiquement suisse du fédéralisme. C'est celle qui est couramment utilisée dans les médias. Par extension de cette définition de base que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est celle de dire que le fédéralisme est le synonyme d'une doctrine ou d'une approche politique, ce n'est pas toujours très structuré, mais d'une approche politique qui met
au cœur de son action la défense des souverainetés cantonales ou de l'autonomie des entités fédérées. On dira en Suisse que vous êtes fédéraliste lorsque vous défendez les cantons contre la centralisation fédérale. C'est une posture c'est une doctrine qui veut que les cantons soient défendus en tant que tels. On va donc utiliser dans cette conférence cette définition du fait d'être fédéraliste lorsque je me revendiquerai, comme le mouvement que j'ai la chance de présider, d'être fédéraliste. Mais en Suisse, il y a quand même deux manières d'être fédéraliste. La première, c'est ceux qui sont attachés au mécanisme lui-même. Ils vont dire « je suis fédéraliste de manière générale ». C'est une approche libérale qui préconise de manière générale la proximité la plus grande possible entre les autorités et les citoyens. On peut ensuite avoir une approche beaucoup plus stricte du fédéralisme, qui est la mienne, qui est de considérer que le fédéralisme est un moyen qui nous est actuellement institutionnellement donné en Suisse pour défendre ce qu'il permet précisément de défendre, c'est-à-dire la souveraineté des cantons qui constituent la Confédération. Et dans mon cas, c'est de défendre la souveraineté d'un canton, le canton de Vaud, dans le cadre de l'Alliance fédérale. C'est une véritable approche verticale qui va de bas en haut. Je suis fédéraliste parce que je suis d'abord attaché à la souveraineté vaudoise, à son identité culturelle et à sa réalité politique et historique et institutionnelle. Je suis fédéraliste parce que c'est un moyen pour moi de défendre la souveraineté du canton de Vaud dans le cadre de l'Alliance fédérale. Hier encore, on a eu à la Ligue vaudoise la séance de rédaction du journal La Nation, que nous publions toutes les 2 semaines, et j'ai été frappé au fil des discussions de voir la richesse de ce que recouvre la souveraineté vaudoise lorsqu'on veut en parler. Hier, on avait seulement 45 minutes à disposition. On a parlé du grand projet de réforme scolaire du conseiller d'État Borloo, dont vous avez sans doute entendu parler dans la presse la semaine dernière. On a parlé du projet de loi, de modification de la loi sur le Grand Conseil qui veut donner plus d'importance aux partis au Grand Conseil, ce qui est évidemment problématique. Et on a parlé du grand projet de loi sur l'énergie. On voit ces 3 domaines, éducation, institutions, politique énergétique, qui sont tous entre les mains cantonales. Quand on parle de souveraineté cantonale en Suisse, ce n'est pas un vain mot, et on vit au quotidien le fait que le canton de Vaud, mais les autres cantons le sont également, sont de véritables États à part entière. Je suis fédéraliste parce que je considère que la souveraineté vaudoise doit être défendue contre la voracité fédérale. Il y a parfois, avec le fédéralisme, un autre terme qui vient en appui, c'est celui de subsidiarité. C'est un terme qui est souvent invoqué dans les milieux catholiques parce qu'il provient de la doctrine sociale de l'Église, développée à la fin du XIXe siècle. La doctrine de la subsidiarité, qui est parfois confondue avec le fédéralisme, ou bien qui fait l'objet d'études parallèles ou comparatives avec le fédéralisme. La subsidiarité, c'est un principe selon lequel une entité entre guillemets supérieure à une autre, je dis entre guillemets parce qu'elle est supérieure parce qu'elle est plus grande et englobante, bien qu'une entité supérieure à une autre ne doit exercer une compétence que lorsque l'entité inférieure, c'est-à-dire plus proche des citoyens et plus petite, ne peut plus exercer sa compétence. Par exemple, on dira « l'État doit s'occuper de l'éducation des familles défaillantes ». Lorsque vous avez des parents alcooliques, drogués, des enfants à la dérive, l'État doit s'en mêler parce qu'on considérera que la famille n'est plus capable d'exercer sa tâche. C'est un concept évidemment intéressant à manier, mais qui a en lui-même une très 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 grande faiblesse, c'est qu'il ne définit pas quel niveau décide que le niveau inférieur n'est plus capable d'exercer sa compétence. Et en cela, on voit que la notion de subsidiarité a besoin, si elle veut être réellement correctement appliquée, a besoin de se faire enfoncer le coin de la souveraineté pour pouvoir être effectivement
utile, d'autant plus que la Constitution fédérale évoque la notion de subsidiarité quand elle dit la Confédération respecte le principe de subsidiarité dans ses relations avec les cantons. Alors comment une fois qu'on a posé ces notions qui sont à la fois communes et qui ont en Suisse une signification très particulière, eh bien comment est-ce que le fédéralisme s'articule en Suisse? Si on prend la Constitution fédérale, on fera un peu de droit, ensuite on fera de la politique, on a 3 articles qui fondent le fédéralisme. Le premier, c'est l'article 1, qui est quand même assez poétique, alors je vous le lis. C'est une liste, mais les listes peuvent être poétiques. Le peuple suisse est les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell-Rhodes extérieur et d'Appenzell-Rhodes intérieur, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Turgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse. Et là, il y a quand même une certaine affirmation de la diversité politique fondamentale à notre confédération. Pour l'anecdote, la liste a un sens, elle est formée, c'est l'ordre protocolaire dans lequel on doit présenter les cantons dans le protocole fédéral. Vous verrez que les drapeaux au palais fédéral sont dans cet ordre-là. Lorsqu'on reçoit par exemple un chef d'État étranger, c'est l'ordre chronologique d'entrée des cantons dans la Confédération. On voit, c'est Uri, Schwyz, Obwald et Nidwald, mais ça commence par Zurich, Berne et Lucerne, qui ne sont pas les premiers à avoir constitué la Confédération, mais qui étaient, du temps de la Confédération d'Ancien Régime, les 3 cantons qui accueillaient la diète fédérale, qui était l'organe suprême de la Confédération. Donc vous avez encore ce souvenir de l'ancien régime, de la Confédération d'Ancien Régime, de l'ancienne Confédération, comme on l'appelle parfois, dans cette liste des cantons suisses. Ensuite, vous avez un article 3, qui est l'article le plus important de la Constitution fédérale. Pour moi, en tout cas. Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. La terminologie de l'article est assez claire. L'idée, et ça répond en écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur le principe de subsidiarité, la question c'est de savoir qui décide. Eh bien, les cantons sont souverains tant qu'une tâche exerce une tâche tant qu'elle n'a pas été dévolue à la Confédération. Autrement dit, la Constitution fédérale est une liste des tâches que la Confédération a le droit d'exercer, et si ces tâches ne figurent pas dans la Constitution, eh bien, elle appartient au canton, tout simplement. Alors, j'en viens maintenant à la question de savoir comment est-ce qu'on modifie la liste. Puisque la liste détermine le pourtour de la souveraineté des cantons, comment est-ce qu'on la détermine? Eh bien, très simplement, on la détermine en modifiant la liste, on modifie donc la Constitution pour modifier la liste, et alors comment cette Constitution se modifie-t-elle? Je le dis principalement pour nos auditeurs français qui pourraient nous écouter, je ne doute pas un instant que les Suisses le savent, la Constitution se modifie à la double majorité. Eh bien, et ça c'est l'article 140 de la Constitution fédérale, référendum obligatoire à la double majorité, sont soumises au vote du peuple et des cantons les révisions de la Constitution. Et là, on revient encore une fois sur la question dite de la subsidiarité. Qui c'est qui définit, qui c'est qui décide qu'on délègue une compétence d'un niveau dit inférieur à un niveau dit supérieur? On se comprend bien, je ne parle pas de qualité, mais je parle de taille. Eh bien, c'est les cantons et le peuple qui décident à la double majorité de faire monter, de centraliser une compétence. 3 autres objets sont soumis au référendum obligatoire du peuple et des cantons. Il y a les révisions de la Constitution, on en parlera tout à l'heure, il y a l'adhésion à des organisations de sécurité collective, comme l'OTAN par exemple, ou à des communautés supranationales. L'adhésion à l'ONU, sur laquelle nous avons voté en 2000 ou en 2002, eh bien, c'est faite à la double majorité, parce que l'ONU est une communauté supranationale.
Et il y a encore une troisième catégorie qui sont les lois fédérales déclarées urgentes, dépourvues de base constitutionnelle et d'une valeur limitée dans une année. On en avait évidemment beaucoup parlé à l'époque du Covid, la question de savoir si les lois Covid devaient ou non être soumises à la double majorité du peuple et des cantons. Comment ça se passe concrètement, la double majorité du peuple et des cantons? C'est exactement ce que son nom indique, c'est-à-dire que le dimanche soir ou le dimanche après-midi à 16h30, quand vous avez tous les votes qui ont été exprimés, vous faites deux décomptes. Vous faites un tableau à gauche où l'addition finale, c'est le peuple suisse pris dans son intégralité. La voix d'un citoyen vaudois vaut autant que la voix d'un citoyen appenzellois ou zurichois. Et à côté, vous faites une liste, vous faites d'abord le scrutin par canton, vous dites est-ce que le canton d'Appenzell a voté oui ou non? Il a voté oui. Est-ce que les citoyens du canton de Vaud ont voté oui ou non? Ils ont voté non. Est-ce que les citoyens du canton du Valais, etc. Vous faites la liste. Ensuite, vous comptez les cantons qui ont dit oui, et puis ça vous donne un décompte. Et si vous voulez que le texte passe, il faut qu'il y ait plus de la moitié des cantons qui aient voté oui, et plus de la moitié du peuple suisse qui ait voté oui. On reviendra tout à l'heure sur les critiques de ce système. D'où est-ce que ça vient, la double majorité? Si on reprend très très brièvement l'histoire constitutionnelle de la Suisse. Jusqu'en 1798, la Suisse est soumise et fait partie, comme on dit, de l'ancien, c'est la période de l'ancien régime. Jusqu'en 1798, la Suisse est régie par un réseau d'alliances. Il n'y a pas de constitution à proprement parler, c'est un réseau d'alliances qui se superposent les unes sur les autres pour constituer ce qu'on appelle la confédération suisse. La particularité, c'est que certains cantons ne sont pas directement liés entre eux, mais ils sont indirectement liés entre eux parce que le canton A a un accord avec le canton B, il n'a pas d'accord avec le canton C, mais le canton B a un accord avec le canton C qui lie aussi le canton A. Il y a des mécanismes comme ça, en particulier en Suisse centrale. Et jusqu'en 1798, la Confédération est un réseau d'alliances qui est dirigé principalement pour des questions militaires et diplomatiques par la Diète fédérale qui se réunit régulièrement, mais peu souvent, dans les villes de Zurich, Berne et Lucerne. En 1798, la France envahit la Confédération et le Directoire nous impose la République helvétique, régime de république sœur, république sœur à la République française, république centralisée, le canton de Vaud devient le département du Léman et c'est une période assez trouble où les coups d'État se succèdent. À Berne, il y a une sorte de guerre civile permanente et il faut attendre 1803 pour que Napoléon Bonaparte, premier consul, décide en fait qu'il a besoin que la Suisse soit apaisée et lui impose, pour ainsi dire, son acte de médiation. Et de 1803 à 1815, la Suisse va vivre sous le régime de l'acte de médiation, qui est celui d'une confédération dans lequel le canton de Vaud, puisque c'est celui que je connais le mieux, entre de plein pied dans la Confédération suisse comme État entièrement souverain. En 1815, après le traité de Vienne et la bataille de Waterloo, la Confédération se dote d'un pacte, le pacte de 1815. Ce pacte c'est la restauration. Ce pacte de 1815 a pour ambition de rétablir un régime le plus proche possible de l'ancien régime. Il a un défaut, c'est qu'il ne prévoit pas les conditions auxquelles il peut être modifié, ce qui évidemment n'est pas très pratique. Et il prévoit aussi qu'il est interdit de créer des alliances séparées, des Sonderbünde, comme on dirait en allemand, et c'est évidemment ce qui va se passer en 1847, lorsque, sur fond de tensions entre cantons progressistes et cantons conservateurs, éclate la guerre civile du Sonderbund, réglée en quelques semaines, et ça va donner lieu aux travaux parlementaires qui vont mener à la votation en 1848 de la première constitution fédérale, celle de 1848. En 1874, il y a encore une nouvelle constitution qui rentre en vigueur, et en 1999 entre en vigueur la constitution à laquelle nous sommes actuellement soumis. L'arrière-fond doctrinal et idéologique et politique assez pragmatique de 1848, c'est que vous avez des cantons progressistes et des cantons conservateurs. On peut plaquer là-dessus parfois une différence confessionnelle entre cantons catholiques et cantons protestants, mais la distinction n'est pas absolument valable. Eh bien,
il faut qu'ils retrouvent une manière de vivre ensemble et de continuer à faire confédération, comme on dirait aujourd'hui, qu'ils doivent faire société. Et il s'agit donc d'utiliser les outils du fédéralisme pour laisser le plus de marge de manœuvre possible aux perdants du Sonderbund. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'être opprimés par les cantons progressistes qui ont gagné le conflit militaire. Et la double majorité va dans ce sens-là. Le but est de protéger les cantons, les perdants du Sonderbund, qui sont par ailleurs des petits cantons peu industrialisés, peu populeux, et donc qui seraient fragilisés si on avait uniquement un mécanisme de majorité simple. Les cantons d'Uri, de Schwyz, de Nidwald sont des petites structures qui ont peu de population, et évidemment il faut les protéger. C'est dans ce contexte-là que va être développé le mécanisme de la double majorité qui permet de ne pas centraliser trop vite et en tout cas de donner aux petits cantons une place égale à celle des grands cantons. L'affirmation de principe d'une égalité entre les cantons suisses remonte en tout cas à 1800. Non, elle remonte à 1803 en réalité, le principe d'égalité entre les cantons suisses. C'est un principe extrêmement important. Donc on peut dire que depuis 1848, la double majorité a 3 buts. Alors il y en a un qui est le but formel, celui que les juristes aiment beaucoup, qui est de renforcer la légitimité de la Constitution. On dit voilà, la Constitution c'est un texte plus important, alors quand on vote dessus, il faut qu'il soit voté à la double majorité. Les majorités doivent être plus difficiles à bâtir pour un texte aussi important que ça. Dans une perspective démocratique, c'est une approche qui se défend évidemment. Une autre, c'est d'assurer l'équilibre confédéral. Il faut protéger les cantons les moins peuplés, et je dirais tout de suite qu'il y a un terme que les journalistes adorent, qui est de parler de minorité en Suisse. On vous parlera de minorité linguistique, on vous parlera de minorité confessionnelle, sexuelle ou raciale, et on parlera aussi de minorité pour parler des cantons. Et je pense qu'on doit s'interdire d'utiliser le terme de minorité lorsqu'on parle des cantons. On parle d'États souverains qui ont une histoire, qui ont une communauté qui habite leur territoire. Il ne s'agit pas simplement de minorité abstraite qu'on désigne comme ça. Mais c'est un terme qu'on trouve dans les traités de sciences politiques ou de droit constitutionnel, où on dit que l'un des buts de la double majorité est de protéger les minorités. On comprend ce que ça veut dire, mais un canton n'est jamais une minorité. Un canton est un État qui s'assume. Et le troisième but, qui est celui que je préfère finalement de la double majorité, en fait il est tout simple. C'est celui de permettre aux cantons, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, de s'exprimer en tant que tels, en tant que ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent avec leur histoire, leur population, leur culture, leurs institutions, leur mode de faire, leur mode d'élire leurs autorités, qui peuvent différer d'un canton à l'autre, et finalement c'est la manière qu'on a décidé de mettre en place pour permettre à n'importe quel canton suisse de communiquer sa position au niveau fédéral lors des votations. Parce qu'il y a d'autres manières encore pour les cantons de communiquer, on en parlera brièvement. La double majorité fait l'objet de différentes critiques. Alors il y a un moment, généralement, où ces critiques apparaissent. On entend des critiques contre la double majorité les soirs de votation, lorsque le sujet que les médias défendent n'a pas gagné la votation constitutionnelle. Typiquement, le grand exemple, c'était, je n'ai pas noté la date, je dirais 2016, l'échec dans les urnes de l'initiative lancée par Dick Marty, la méga-initiative pour les multinationales responsables. Vous vous en souvenez sans doute. Ça avait passé à une très très courte majorité du peuple, mais les cantons avaient refusé. Donc, c'était non. Et là, les questions, alors on est dimanche soir, plateau pas infrarouge, mais grand plateau de la RTS, les représentants de tous les partis, on se dit, c'est pas possible, ça va plus, la double majorité, ça a arriéré, vous voyez, ça a été inventé en 1848, on est en 2016, il est temps maintenant que les choses changent, la Suisse doit aller de l'avant, c'est un défi que nous devons soulever. Enfin, vous voyez, tous ces éléments de langage là.
Les critiques qui vont alors être exprimées, il y en a 3. La première, c'est de dire que l'égalité entre les cantons crée une inégalité entre les Suisses. Le vote d'un Uranais vaut, d'après la brève recherche que j'ai faite en demandant à ChatGPT, le vote d'un Uranais vaut 36 fois plus que le vote d'un Zurichois. Lorsqu'il s'exprime au stade du vote des comptes des cantons pris individuellement. Donc le vote d'un Uranais vaut 36 fois plus que le vote d'un Zurichois, pour autant que tout le corps électoral s'exprime. Parce qu'évidemment, j'ai pris les proportions entre l'intégralité des citoyens suisses de plus de 18 ans. Donc, il suffit de 13 000 Uranais pour exprimer la majorité du canton concerné, et il en faut 880 000 à Zurich. Donc cette critique, évidemment, elle dit c'est pas juste. Ça veut dire que le vote d'un Uranais, le vote d'un Zurichois, il peut déchirer son papier de vote en 36 petits morceaux. C'est comme s'il mettait un 36e de son vote dans l'urne au moment de décompter le vote des cantons. On dit que c'est pas juste. Voilà, cette critique, elle s'en prend au principe d'égalité entre les cantons. Mais de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle d'égalité entre les cantons ? On parle d'égalité en souveraineté. On parle d'égalité dans le cadre de l'alliance fédérale. On a décidé de faire corps ensemble, on fait corps ensemble. Ces autorités, elles sont, je l'ai dit, mais il faut le répéter, égales en souveraineté, quelle que soit leur taille, parce qu'elles font partie du même bateau. Un autre argument qui est souvent évoqué, c'est celui de dire que la double majorité serait conservatrice. Elle serait conservatrice. Alors il y a deux manières de dire qu'elle est conservatrice. On peut dire qu'elle est conservatrice parce qu'elle rend difficile la modification de la Constitution fédérale. C'est une sorte de conservatisme formel, c'est-à-dire qu'elle rend le changement difficile. C'est vrai, et c'est son but. C'est le but qui lui a été donné. La Constitution fédérale ne se change pas, ne doit pas se changer facilement. Il y a là derrière un enjeu de stabilité des institutions politiques fédérales. Donc il est normal qu'il soit difficile de changer la Constitution fédérale. Ensuite, il y en a qui vont aller jusqu'à dire que la double majorité est conservatrice sur le fond. Mais ce n'est pas vrai. La double majorité donne l'impression d'être conservatrice sur le fond parce qu'elle donne un poids plus grand, dans le cadre du décompte des cantons, à des cantons qui, par ailleurs, sont parfois moins progressistes que les grands cantons urbains qui se plaignent de se faire imposer des solutions par ces maudits Schwytzois mal éduqués. Les cantons urbains, c'est vrai, sont plus progressistes, mais ce n'est pas encore un argument suffisant, évidemment, pour leur donner plus de poids en supprimant la double majorité. Parce que si on faisait ça, c'est-à-dire que si on considérait qu'il fallait donner plus de poids aux grands cantons, par ailleurs on trouve qu'ils sont progressistes, donc c'est bien, en fait on crée une autre injustice. On crée une autre injustice en réduisant au silence des communautés cantonales plus petites qui ont moins de moyens de s'exprimer. Une troisième critique qui est adressée à la double majorité, c'est de considérer qu'elle ne représenterait pas, ça c'est très Avenir Suisse comme argument, qu'elle ne représenterait pas la réalité actuelle des minorités en Suisse, minorité au sens où je l'entendais. Elle ne donnerait pas la parole à des réalités comme les villes, les régions de montagne, les régions de plaine, les régions linguistiques, voire même des minorités plus floues, comme les minorités sexuelles, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les hommes. Et on dit, la double majorité n'est plus adaptée. Il faudrait une sorte de double majorité à géométrie variable en fonction des sujets, où on va décider, si on parle du droit de vote des jeunes, on pourrait décider que le vote des 18 à 25 ans a un poids particulier. Enfin, c'est clair qu'il existe des réflexions là-dessus. J'ai envie de dire que la diversité de la Suisse est en elle-même extrêmement intéressante. La Suisse est traversée effectivement de multiples frontières internes. Elle est traversée de frontières linguistiques qui ne reprennent pas toujours les frontières cantonales, notamment quand on pense aux cantons mixtes que sont Fribourg et Valais. Il y a des frontières confessionnelles qui jouent peut-être moins d'importance qu'au milieu du 19e, mais qui aujourd'hui encore jouent un rôle important dans les structures mentales. Il y avait d'ailleurs récemment encore un article
à la suite de l'incendie de Crans-Montana, un article disait, mais on voit qu'il y a des cultures différentes entre les cantons catholiques et les cantons protestants. Il y a évidemment des fractures plaine et montagne, ville et campagne, et la Suisse est une sorte de mosaïque de division. Eh bien, le fédéralisme permet en fait de simplifier l'approche de ces nombreuses divisions en les synthétisant et en les cristallisant dans des communautés politiques qui font, pour ainsi dire, déjà la synthèse de ces divisions en elles-mêmes. C'est-à-dire que le canton de Vaud a sa propre manière de gérer ses relations avec la campagne. C'est le rôle, pour ouvrir la parenthèse, mais c'est le rôle historiquement étrange ou particulier que Lausanne joue dans l'histoire cantonale. Eh bien, ces questions de relation entre la ville et la montagne, entre la plaine et la montagne, entre la ville et la campagne, eh bien, toutes ces relations particulières, elles sont déjà cristallisées au niveau cantonal, et chaque canton lui a donné au fil de l'histoire une manière d'y répondre. Et on peut partir du principe que lorsqu'un canton exprime sa voix, eh bien, il tient aussi compte de ses propres équilibres à lui. Et finalement, il y a une question de point de vue. Lorsque vous dites, et ça, on revient sur le danger d'utiliser la subsidiarité comme critère, c'est que lorsque vous décidez à Berne, mais il faut qu'on fasse attention à la représentativité ou à la représentation des régions de montagne, eh bien, de quel point de vue vous vous placez ? Vous vous placez d'un point de vue suisse, vous vous placez en vue cavalière, vous êtes du haut du Cervin, comme ça, avec vos jumelles, puis vous regardez, vous dites, mais là on a un peu de la montagne, là on a un peu de la plaine, puis vous regardez la carte, c'est une analyse de stratège. Alors que la vue qu'on doit avoir, elle doit partir d'en bas. On part d'en bas, on regarde mais quelles sont les réalités cantonales qu'on a, et puis c'est vraiment le faisceau qui part d'en bas et qui monte, c'est pas le faisceau qui part d'en haut et qui descend. Toutes ces critiques qui sont exprimées contre la double majorité, elles sont aussi exprimées contre une sorte d'institution en petit de la double majorité qui est l'institution du Conseil des États. Le Conseil des États, l'équivalent au niveau fédéral du Sénat français ou du Sénat américain, donc la chambre dite haute de l'Assemblée fédérale qui représente les collectivités locales. En France, on dit les collectivités locales, aux États-Unis, c'est les États qui sont représentés au Sénat. Eh bien, en Suisse, c'est la même chose. On représente au Conseil des États, comme son nom l'indique, on représente les cantons suisses. Vous savez qu'il y a 2 représentants par canton, 1 représentant par demi-canton, et ce Conseil des États s'oppose au Conseil dit national qui est censé représenter le peuple suisse dans son ensemble. Eh bien, on a souvent des critiques similaires qui sont adressées au Conseil des États. Pourquoi est-ce que la voix d'un conseiller aux États vaudrait-elle X fois plus que la voix d'un conseiller national au nom du seul fait qu'il représente un canton. D'ailleurs, un canton aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, les arguments que j'ai développés tout à l'heure sont tout à fait valables dans le cadre des critiques qui peuvent être adressées au Conseil des États. Alors, s'il y avait une critique à adresser au Conseil des États, il y en a une, c'est de ne pas assez représenter les cantons. Ils ne sont pas élus pour être un Conseil national bis au sein duquel on joue exactement les mêmes querelles partisanes et les mêmes enjeux électoraux. Le Conseil des États a pour fonction de représenter son canton et dans l'idéal, il faudrait que le Conseil des États soit constitué d'ambassadeurs des cantons nommés par les cantons, voire même de conseillers d'État, ce serait incroyable, de conseillers d'État qui siègent au Conseil d'État toute l'année et qui occasionnellement vont à Berne pour faire part de la majorité et de la position formelle du canton à Berne. Voilà pour le fonctionnement du fédéralisme et de la double majorité en Suisse. L'enjeu principal, si on devait le résumer, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait s'exprimer dans le cadre du processus de décision politique la voix des cantons qui composent la Confédération. J'en viens au dossier européen. Alors, je vous l'ai dit en introduction, la grande question, c'est de savoir si nous voterons ou non à la double majorité. Le contexte est le suivant. Le 31 octobre de l'année passée, s'est terminée la consultation ouverte par le Conseil fédéral sur le paquet d'accords et conclu avec l'Union européenne et son droit d'application. 31 octobre, ça s'est terminé, la Ligue vaudoise a déposé sa réponse à la consultation, et le Conseil fédéral, à l'heure où je vous parle,
pour autant que ça travaille encore à l'administration fédérale, à l'heure où je vous parle, le Conseil fédéral est en train de préparer son message à l'attention des chambres fédérales, message qui accompagnera l'ensemble des textes. Pour rappel, le projet mis en consultation faisait 1800 pages. 1800 pages. Donc c'est peut-être l'un des plus gros sujets sur lesquels on n'ait jamais voté de toute l'histoire de la Confédération. Je ne peux pas vous dire exactement quel est le timing attendu. Ce qu'on sait, c'est qu'on pense qu'une votation devrait avoir lieu sur le paquet d'accords en 2028. Quand, je ne peux pas être plus précis. Simultanément, le 29 août 2025, le comité d'initiative constitutionnelle, pour nos auditeurs français, une initiative constitutionnelle, c'est une initiative qui vous permet de modifier la Constitution. Il faut récolter 100 000 signatures en, je ne sais jamais par cœur, 140, combien de jours? En 18 mois, merci. Merci, 18 mois. Il faut récolter 100 000 signatures en 18 mois avec un projet de modification de la Constitution. Si vous récoltez ces 100 000 signatures, eh bien, on est obligé de voter sur votre projet. Et quand je dis obligé, on vote au référendum obligatoire, enfin, parce que vous êtes réunis. On vote à la double majorité puisqu'il s'agit de modifier la Constitution. Une telle initiative a été déposée le 29 août 2025 qui s'appelle l'initiative Boussole Europe, Kompass Europa en allemand. Elle émane de milieux d'affaires zurichois, notamment réunis autour des associés de Partners Group, qui est une très grosse boîte de gestion de fortune, qui veut une modification de la Constitution. Je vous ai lu tout à l'heure un article qui disait quels étaient les textes qui devaient être soumis à la double majorité. Ils veulent ajouter une ligne à celui-là, un alinéa plutôt, qui est de dire qu'on devra voter à la double majorité sur les traités internationaux prévoyant la reprise de normes importantes et de règles de droit importantes. C'est la formulation utilisée. L'objectif et le but de l'initiative Boussole, c'est de soumettre à la double majorité le paquet d'accords. C'est le but assumé. Donc, on est confronté à un enjeu de timing, c'est-à-dire qu'il y a évidemment la question du calendrier. Quand est-ce qu'on va voter sur quoi? Et surtout, sur quoi allons-nous voter en premier? Vous comprenez bien que si on vote en premier sur l'initiative Boussole, on va voter à la double majorité sur l'initiative Boussole pour savoir si on veut que les accords, comme le paquet d'accords, mais il pourrait y en avoir d'autres, soient soumis à la double majorité. Si on vote oui à Boussole ou on vote en premier, on vote à la double majorité sur le paquet d'accords, ce sera indéniable. En revanche, le risque non nul, ça dépendra de la bonne foi du Conseil fédéral, c'est que nous votions d'abord sur le paquet d'accords ou que l'initiative Boussole soit l'objet de retard ou que l'initiative Boussole soit rejetée. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas voter sur le paquet d'accords à la double majorité si l'initiative Boussole est rejetée. Et donc là est le danger, c'est-à-dire qu'on est obligé de mener une réflexion autonome sur la double majorité et le paquet d'accords, parce que c'est tout à fait possible que l'initiative Boussole, soit on n'ait pas le temps de voter dessus, soit elle soit rejetée dans les urnes. Donc la Ligue vaudoise a soutenu l'initiative Boussole, je vous invite à... Alors elle est déjà déposée, donc on ne peut plus signer, mais je vous inviterai à voter oui le jour où on votera dessus, mais on ne peut pas compter dessus à 100%. Alors ce paquet d'accords, de quoi nous parle-t-il ? Le Conseil fédéral, dans sa terminologie officielle, parle de l'approfondissement et du développement des bilatérales. Alors, les bilatérales, c'est la manière que la Confédération a eue de gérer et de façonner ses relations avec l'Union européenne depuis 1994. Pourquoi 1994 ? Parce que la période entre 1992 et 1994 a été la période nécessaire à la mise en place de cette manière d'avoir des relations avec l'Union européenne, parce que pour certains d'entre vous, vous en souvenez, le 6 décembre 1992, le peuple suisse avait refusé d'adhérer à l'espace économique européen. On entend encore Jean-Pascal Delamura nous dire « c'est un dimanche noir » parce qu'il s'était à fond engagé dans la campagne.
Le canton de Vaud avait voté oui à plus de 80%. Et c'est les cantons de Suisse centrale qui avaient sauvé l'affaire, et c'est le grand lancement sur la scène fédérale de l'UDC et de Christophe Blocher comme sa figure de proue, qui avait été le grand animateur de la campagne. Depuis 1994, la Suisse est liée avec l'Union européenne par ce qu'on appelle les bilatérales. Alors, il y en a eu deux, il y a les bilatérales 1 puis les bilatérales 2 qui sont entrées en vigueur au début des années 2000. Qui sont des accords individuels et sectoriels. La particularité de ces accords, c'est qu'ils n'ont pas de cadre institutionnel. Et pour ceux qui s'en souviennent, accord institutionnel, c'était le nom du prédécesseur de l'accord cadre, qui a été pas aboli, mais dont le processus de négociation a été interrompu par le Conseil fédéral il y a quelques années, parce que le Conseil fédéral avait vu que les pressions simultanées de l'UDC et de l'Union syndicale suisse, l'USS de Pierre-Yves Maillard, allaient faire capoter l'accord en votation. Donc en fait, on a reseté tout cela il y a quelques années, j'arrive plus à vous dire la date exacte, et on est reparti négocier avec Bruxelles, et ça a donné ce qu'on appelle à Berne les bilatérales 3, l'approfondissement et le développement de la voie bilatérale. 4 domaines sont concernés. L'accord sur la libre circulation des personnes, un accord sur l'électricité, un accord sur la sécurité des aliments qui a des enjeux agricoles et un accord sur les transports terrestres. Et dans tout, vous avez des dispositions dites institutionnelles qui sont identiques dans chaque accord, qui règlent la question de la reprise automatique du droit européen par la Suisse et la procédure en cas de conflit sur cette reprise du droit automatique. Le gros problème de ces accords, c'est cette procédure de reprise automatique du droit européen. Évidemment, il y a un mécanisme de conflit, c'est-à-dire que lorsque la Suisse ne veut pas reprendre une institution ou un volet du droit européen, elle doit le notifier, on mobilise alors un comité mixte composé de représentants de l'Union européenne et de l'administration fédérale qui vont négocier pour tenter de trouver un accord. S'il n'y a pas d'accord possible, l'Union européenne, la Suisse a le droit de ne pas appliquer dans son droit le droit qu'elle n'a pas envie de reprendre, mais de son côté, la Suisse a le droit de prendre l'Union a de son côté le droit de prendre des sanctions, des mesures de rétorsion dont la possibilité est prévue à l'avance. Donc autant dire qu'on va à chaque fois plier. On a vu le cirque que ça a causé lorsqu'en 2014, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative contre l'immigration de masse et que l'Union européenne a, je vous le rappelle, coupé le robinet du financement de certains programmes de recherche. On a été interdit d'Erasmus en Europe. Donc il y a vraiment eu des mesures de rétorsion qui n'étaient pas du tout dans le même domaine. Et c'est ça qui était frappant. C'est-à-dire qu'on avait voté sur des questions de libre circulation des personnes et on nous tapait sur les programmes de recherche. Donc on voulait affaiblir les universités suisses parce que les Suisses et les cantons suisses avaient voté une disposition pour limiter l'immigration de masse. Donc évidemment, la reprise dynamique, comme on dit à Berne, la reprise dynamique du droit européen, cette obligation de reprise est une grave atteinte à la souveraineté de la Confédération et des cantons, même s'il y a ce mécanisme de comité mixte, mais on connaît comment la Suisse applique très bien le droit international et qu'elle ne va pas chouiner, elle ne va pas essayer de la jouer de travers, et du coup elle sera toujours une très bonne élève. Cette perspective de reprise dynamique du droit inscrit la Suisse dans cette perspective générale de l'Union européenne qui est celle d'une union sans cesse plus étroite entre les États membres. C'est celle qui ressort en tout cas du traité de Maastricht de 1992, cette idée que l'Union européenne ne fait que de s'intégrer de plus en plus. Alors une partie des milieux économiques nous fait croire que le paquet d'accords, avec le paquet d'accords, on va rejouer le match du 6 décembre. Il nous laisse entendre que les circonstances n'ont pas changé, que l'Union européenne, c'est la même chose que l'espace économique européen en 92, mais que cette fois, il faut que l'économie arrive à passer l'épaule. Là est probablement le point le plus intéressant, et je conclurai là-dessus avant de faire ma conclusion définitive, c'est que l'Union européenne n'est plus la même depuis 1992. L'Union européenne, le Covid l'a montré dans les outils qu'elle a mis en place,
mais surtout la guerre en Ukraine l'a montré. Ce que le président Macron a dit encore aujourd'hui à propos de l'Union européenne, où il l'a incité à être une vraie puissance, peut-être certains d'entre vous ont vu passer l'info, c'était aujourd'hui, eh bien, l'Union européenne est devenue, ou veut en tout cas, être sur le chemin de devenir une grande puissance. Elle se donne les moyens de mener une politique de puissance. On peut prendre l'exemple des sanctions dont le colonel Jacques Beau a été l'objet récemment. Ça montre, quoi qu'on pense des travaux du colonel Beau, ça montre que l'Union européenne considère qu'elle peut aujourd'hui prendre des sanctions contre des personnes qui résident sur son territoire. C'est quelque chose qui aurait probablement été totalement inconcevable il y a 30 ans lorsqu'on a voté en 1992 sur l'espace économique européen. La politique européenne de sécurité commune pèse de tout son poids dans le projet de défense européenne et on voit que l'Union européenne a muté. Alors certains diront qu'elle n'a pas muté, certains diront tout était contenu déjà en puissance dans le traité de Maastricht. Je suis prêt à rejoindre cette approche. En tout cas, elle veut aujourd'hui assumer un rôle de grande puissance. Ça, c'était pour le contexte. Pourquoi faut-il voter sur le paquet d'accords à la double majorité ? Eh bien, pour deux raisons qui sont assez simples. La première, c'est que nous sommes sur une pente glissante avec l'Union européenne. On voit bien la dynamique. À Berne, on se dit, on maintient la voie bilatérale. Une sorte de dissonance cognitive. À Berne, on se dit, on maintient la voie bilatérale. C'est-à-dire, on continue à négocier d'égal à égal avec l'Union européenne et on fait, tous les 15 ou 20 ans, un bilan, une photographie et on réajuste. C'est le discours officiel. À Bruxelles, ce n'est pas du tout cette perspective qui est développée. L'ADN de l'Union européenne, c'est celui d'une intégration progressive. Que la Suisse ne veuille pas un jour finir par adhérer n'est pas envisageable. La Suisse doit finir par adhérer dans la structure institutionnelle et doctrinale ou idéologique de l'Union européenne. Et là, on a quand même une tension, c'est-à-dire que les éléments de discours qui sont proposés à la population suisse, c'est dire mais nous n'adhérerons jamais, alors qu'on voit qu'il y a un glissement progressif qui se fait. Alors si on reprend la Constitution fédérale, le paquet d'accords entre-t-il dans la liste des textes qui doivent être soumis à la double majorité ? On parle bien d'organisation supranationale. À proprement parler, le paquet d'accords, je suis obligé de le dire, ne nous fait pas adhérer à une organisation supranationale. La Suisse arrime plus sa barque à la galère de l'Union européenne, mais elle n'en fait pas partie, elle ne monte pas à bord. Donc à proprement parler, on n'adhère pas à une organisation supranationale. Ça veut dire que le Conseil fédéral, lorsqu'il mène son interprétation très stricte de la Constitution en disant on ne doit pas voter à la double majorité, il a raison, dans une interprétation purement littérale de la Constitution fédérale. La réalité, c'est qu'il y a cette pente glissante, progressive, avec ce qu'on appelle en politique un effet de cliquet. C'est qu'on sait très bien qu'on ne va jamais revenir en arrière. Et en fait, on voit qu'on s'arrime solidement et la réalité, c'est qu'on perd en souveraineté. Cette perte de souveraineté, le mécanisme de la reprise dynamique, le mécanisme de sanctions auquel la Suisse s'offre si elle ne reprend pas le droit, eh bien, fait qu'on se lie à l'Union européenne de telle manière qu'on devrait avoir une interprétation large de la notion d'entité supranationale et soumettre la double majorité au vote du peuple. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, eh bien, on n'a pas besoin d'être fidèle à la Constitution lorsqu'on décide de voter. On a voté sur le Gripen en 2014, le référendum financier n'existe pas en droit suisse, on a quand même voté sur un budget. Ça a été probablement la même chose pour l'avion de combat en 2020. On n'est pas obligé de voter seulement lorsque la Constitution nous en donne le droit. Lorsqu'on juge qu'il est important pour la légitimité d'un processus politique de faire voter le peuple et les cantons, eh bien, on n'a qu'à les faire voter. Donc, si j'étais le Conseil fédéral, je ferais voter le paquet d'accords parce que j'espérerais qu'il passe si j'étais au Conseil fédéral, c'est en tout cas la position actuelle du Conseil fédéral, et que je voudrais qu'il ait, s'il passe, la plus grande légitimité. La deuxième chose, qui est un argument plus problématique, c'est que vous vous souvenez de l'initiative pour l'immigration de masse votée en 2014, c'est l'article 121A de la Constitution fédérale, eh bien, serait mis profondément en danger en cas d'acceptation du paquet d'accords. Il ne pourrait plus être appliqué en tant que tel. Ça veut donc dire qu'en fait, voter le paquet d'accords, ou en tout cas l'accord sur la libre circulation des personnes, ça revient constitutionnellement à adopter un texte contraire à celui qui a été voté à la double majorité en 2014, et que pour ce motif, eh bien, par souci de parallélisme des formes, comme on dit, on est obligé
de voter ce paquet d'accords à la double majorité parce qu'il a au moins une influence constitutionnelle dans la Constitution fédérale et que ce serait problématique de faire rendre lettre morte, d'annuler ou d'annihiler une disposition constitutionnelle sans passer par la double majorité. Voilà, j'ai été un tout petit peu trop long. Je terminerai en regrettant que les cantons, réunis au sein de la conférence des gouvernements cantonaux la veille du 24 octobre 2025, le communiqué date en tout cas du 24 octobre 2025, se soient plaints de ne pas avoir été assez associés au processus de négociation. Très bien, on est prêt à les entendre, mais simultanément disent « non, mais il ne faut pas voter à la double majorité ». Et là, alors ils n'étaient pas unanimes, les cantons de Suisse centrale ont voulu voter à la double majorité, et là, j'ai envie de mettre le doigt sur un danger qui guette le fédéralisme. C'est d'avoir une approche du fédéralisme purement technocratique. C'est-à-dire que la conférence des directeurs, la conférence des gouvernements cantonaux, à ce moment, a réduit le fédéralisme à un flux d'informations. Si mon administration cantonale vaudoise peut être consultée sur le projet d'accord sur l'électricité, c'est bon, le fédéralisme est encore respecté. Ça, c'est une conception purement technocratique, qui est celle que la conférence des gouvernements cantonaux a alors à ce moment exprimée en disant on n'a pas été assez consulté, mais en même temps on ne veut pas que le peuple et les cantons votent. Alors qu'en réalité, une vraie posture fédéraliste, qui serait de dire j'exprime la position de mon canton, c'est dire écoutez, on aurait attendu du gouvernement vaudois qui disent mais si on veut que mon canton soit consulté, il faut qu'il s'exprime comme la Constitution fédérale prévoit qu'il puisse s'exprimer, c'est-à-dire à la double majorité et pas par la voix d'un représentant du Conseil d'État ou d'une direction générale quelconque de l'administration cantonale. Et ça, je pense que c'est une des choses extrêmement inquiétantes et je trouve très très problématique, mais vraiment très problématique, que la majorité des gouvernements cantonaux et notamment du Conseil d'État vaudois ait fait ce choix. Voilà, le choix a été fait. On pourra peut-être revenir en arrière, on sait jamais. Voilà mes chers, j'espère qu'on votera à la double majorité sur le paquet d'accords. On va tout faire pour, parce que c'est pour le bien du canton. Merci beaucoup.